Bertrand nous a présenté des centaines, en tout cas, de solutions. On a évoqué des centaines. Il a fait des annonces très optimistes, et heureusement, parce que même si ce forum est placé sous le signe des solutions et qu'on va pendant 2 jours égrener de multiples pistes à explorer, notamment au niveau des villes, on va quand même ne pas se payer de mots et pour cette première table ronde, rappeler quelle est la situation aujourd'hui. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est quand même pas très très brillante. Pour ne pas remonter trop loin en arrière, je vous rappelle les événements qui ont émaillé l'été dernier, y compris dans l'hémisphère nord, ce qui est relativement rare. Donc des inondations, des ouragans, des incendies, des périodes caniculaires. Surtout, on a vu en 2017, pour la première fois depuis plusieurs années, une reprise des émissions à la hausse, des émissions de gaz à effet de serre. On est aujourd'hui 3 ans après, presque 3 ans après la COP21, à une semaine de l'ouverture de la COP24. Et le constat, c'est que les contributions nationales auxquelles s'étaient engagés les différents États avant la COP21, de toute façon, en cumul, ne permettaient pas de respecter l'accord de Paris d'une augmentation des températures limitée à 2 degrés. Mais en plus, presque aucun, enfin très peu de pays, et notamment pas la France, je me permets de le souligner, ne respectent ces engagements-là. Il y a un rapport de l'ONU Environnement qui est sous embargo jusqu'à ce soir, mais je vous dévoile quand même déjà une de ses conclusions, qui est qu'il faut accélérer, multiplier par 3 les efforts consentis jusqu'à présent, et ce d'ici à 2030, pour espérer limiter l'accord de Paris. Et pour cerise sur le gâteau, si j'ose dire, le dernier rapport du GIEC, dont Hervé Le Trot va nous dire un mot tout de suite, montre que l'accord de Paris, effectivement, c'est un plafond de 2 degrés d'augmentation des températures, et si possible 1,5. Mais en fait, ce rapport montre qu'entre 1,5 et 2, il y a déjà une énorme différence, et que 2, c'est déjà très très compliqué à gérer pour, on dit pour la planète, mais surtout pour ses habitants. Donc après ce petit préambule un peu alarmiste, je vous propose, Hervé Le Treut, en plus vous avez vraiment une contrainte forte en termes d'horaire, donc je vous propose de prendre la parole, si quelqu'un peut lui donner un micro, pour nous dire en quelques mots ce que raconte ce rapport du GIEC, le dernier qui est sorti le 8 octobre, et surtout comment vous, qui travaillez sur ces sujets depuis, je crois on peut dire des dizaines d'années, qu'est-ce que ça représente pour vous, ce rapport? J'ai l'impression que c'est un point un peu de bascule. Oui, ça fait. J'ai commencé à m'intéresser au CO2 et à l'impact du CO2 sur le climat en 86, la première thèse sur ces problèmes-là, 86. Et oui, moi je pense que le rapport du GIEC, le dernier rapport du GIEC, pour moi, c'est effectivement presque la fin d'une époque, parce que ce que l'on voit, c'est que le discours dit que géophysiquement, on peut imaginer que ça reste possible d'être sous les 1,5 degrés. Et pour ça, il faudrait arriver à limiter à zéro les émissions de gaz à effet de serre en 2050, c'est-à-dire dans 30 ans. Toutes les émissions de gaz à effet de serre sur toute la planète, c'est-à-dire toutes les voitures. Alors on peut dire que c'est possible, mais ce n'est pas impossible qui est impossible facilement à notre portée. Je pense qu'on n'a plus on n'a plus les choses, on n'a plus la situation dans nos mains, parce que d'une part, les émissions de gaz à effet de serre viennent d'un peu partout sur la planète, au-dessus de nos têtes. L'augmentation des gaz à effet de serre, elle est pour 1,5% faite de gaz français, elle est pour 98,5% faite de gaz qui viennent d'ailleurs. Donc on est soumis à cette loi-là. Donc je pense qu'il faut... et par ailleurs, ce que les gens mesurent mal, c'est le fait que les gaz à effet de serre, une fois qu'ils sont dans l'atmosphère, ils y sont très longtemps. Le CO2, c'est de l'ordre du siècle. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut effacer d'un chiffon. On est dans cette situation-là. Alors ça veut dire que la planète va se réchauffer, il y aura des conséquences fortes en termes de réchauffement, et je crois que de ce point de vue-là, c'est un peu ennuyeux, il ne faudrait pas se mentir trop longtemps là-dessus, parce que se mentir trop longtemps là-dessus, ça veut probablement dire orienter les efforts que l'on fait de manière qui est probablement qui pourrait être mal utilisée.
Alors, j'avais 2, 3 points, je serais obligé de quitter cette table ronde. Je suis désolé, je dirais que déjà. Juste, est-ce que je peux juste vous relancer sur un point, sur l'élément d'optimisme ou de pessimisme? Est-ce qu'il faut être défaitiste? Moi, je vois un discours disant de toute façon, ça sert à rien parce que c'est foutu, on n'y arrivera pas. Et certains disent au contraire, si on agit dès maintenant, on prend la bonne pente dès maintenant, on peut effectivement espérer y arriver. Bah, je pense que de toute façon, on est sur cette planète. Il y aura une planète, il y aura quelque chose à construire. Je pense qu'il faut une notion de défi par rapport à cela. Alors, c'est vrai que la situation, beaucoup de choses sera difficile. Les changements, un réchauffement plus fort, c'est des zones qui deviendront inhabitables, c'est la biodiversité qui est menacée, c'est des risques aussi. C'est des choix à faire en permanence, parce que si on a une planète et qu'on doit à la fois l'utiliser pour s'alimenter, pour protéger la biodiversité, pour éventuellement faire des biocarburants. Je vois que les biocarburants, on les met à rude, à rude épreuve, parce qu'on imagine faire beaucoup de choses avec ces biocarburants, mais l'espace physique est quand même mesuré sur la planète. Donc je pense qu'il faudra effectivement arriver à gérer les choses de manière raisonnable. Alors, moi, je crois, je veux dire, deux choses qui me paraissent importantes par rapport à ça. La première, c'est que, oui, je crois qu'il faudra des technologies, et je pense que c'est imaginer un futur où des avancées technologiques ne jouent pas un rôle me paraît pas raisonnable. De ce point de vue-là, je suis vraiment d'accord à ce qui a été dit avec beaucoup des choses qui ont été dites avant. Il ne faut pas non plus tout attendre des technologies. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent des comportements, qui dépendent, mais on peut attendre aussi, enfin on doit imaginer que ce futur sera différent de ce point de vue-là. L'autre point, c'est qu'il y a un discours qui, moi, me surprend quelquefois un petit peu. On voit bien que la problématique de l'adaptation devient une problématique nécessaire. Et cette problématique de l'adaptation, elle va avec des mots-clés qu'on n'utilise pas beaucoup, mais qui me paraissent importants. L'adaptation, c'est avant tout une protection pour les gens. C'est-à-dire qu'il s'agit, par rapport à tout ce qui fait notre vie, l'endroit où on produit de l'énergie, c'est toujours des endroits où il y a une vie, où il y a des gens, des affaires. Protéger cela, c'est s'adapter. Et on voit bien qu'une grande partie des discours que l'on fait aujourd'hui sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont en fait des discours sur l'adaptation. Comment est-ce qu'on arrive à s'adapter, comment on arrive à développer une ville, c'est ce qui se fait ici à Paris, dans un sens qui soit favorable aux usagers et qui, de fait, presque toujours, quand on essaie de faire ce travail-là, est aussi une ville qui diminue les émissions de gaz à effet de serre. Pendant longtemps, on ne voulait pas trop parler d'adaptation, en tout cas pas pour les zones tempérées, les économies développées, parce qu'on disait c'est une forme de résignation finalement. Si on parle d'adaptation, c'est qu'on échoue, on se résigne à ne pas parvenir à atténuer, donc réduire. Mais aujourd'hui, à la vitesse où ça va, on se dit qu'il faut faire les deux en parallèle, c'est ça en fait. Je pense qu'il faut faire les deux en parallèle, et je pense qu'en fait, et c'est d'ailleurs une des conclusions du dernier rapport du GIEC, de dire qu'il faut faire non seulement les deux en parallèle, mais en cherchant des co-bénéfices entre les deux attitudes. Et justement, le fait qu'on ait qu'une planète nous oblige à chercher des co-bénéfices, à faire des actions qui soient à la fois des actions pour l'adaptation et pour l'atténuation. Et je dirais que ça vient assez naturellement quand on se place au niveau des territoires, parce que c'est toujours l'intérêt des territoires de faire les deux à la fois. Donc je crois qu'il y a une démarche qui doit être portée effectivement par les villes, par les territoires, assez facilement dans ce domaine-là, parce que c'est un petit peu la logique de ce qu'on peut faire face à la situation actuelle, c'est de chercher à concilier tout ce qui peut l'être. Dernière chose que je voudrais dire, c'est que bon, toutes les prévisions qu'on fait sont quand même des prévisions qui peuvent ménager des surprises, des bonnes ou des mauvaises surprises. Donc c'est une raison de plus pour être résilient face aux risques. C'est aussi une raison de plus pour pas baisser les bras. Merci beaucoup Hervé Letreux. Philippe, peut-être. Tu veux que je prenne le relais? Oui, là on va remercier Monsieur Letreux qui vous devez partir maintenant. Bon. Voilà, désolé de ce retard. Alors, peut-être maintenant en parler avec Lola Valéjo de la négociation de la COP24, puisque nous entrons 3 ans après la COP21 dans un nouveau cycle de négociation. Je ne suis pas sûr qu'on attende le miracle de cette COP24, mais est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on en est dans le processus?
Et il y a eu quand même des pays les États-Unis, qui sont sortis des accords de Paris. Il y en a Le Brésil, c'est pas le très... Brésil qui le conteste. Voilà. Et puis, si on regarde, comme le disait Dominique, les résultats, même de ceux qui l'ont signé, il y a un vrai doute sur la capacité des États, et on le vit en ce moment en France, à assurer cette transition. Donc, comment est-ce que vous voyez la suite des négociations internationales et la suite de l'accord de Paris? Qu'est-ce qui peut se passer, notamment à Katowice? Merci. D'abord, je voudrais rappeler que... Peut-être vous présenter brièvement quand même. Je suis Lola Valéjo, je dirige le programme climat à l'IDRI. L'IDRI, c'est l'Institut du développement durable et des relations internationales basé à Paris. Merci. Et donc, l'IDRI suit forcément, de par son mandat, beaucoup les négociations climat internationales. Je voudrais juste rappeler que l'accord de Paris, c'est par essence un accord dynamique. Et c'était à la condition de cet accord dynamique qu'on a réussi à avoir un accord universel qui s'applique à tous les pays. Et je voudrais d'abord commencer par saluer le fait que voilà, l'accord de Paris a vraiment représenté un changement de paradigme par rapport à l'action climatique internationale telle qu'elle se concevait avant. Maintenant, ça veut dire qu'on est dans une dynamique ascendante où les États mettent des contributions sur la table dont on savait déjà avant la conclusion de l'accord que les contributions qu'on a actuellement sont insuffisantes pour atteindre l'objectif de l'accord. C'est normal, ces contributions ont été préparées avant que l'accord soit conclu. Mais les contributions, c'est ce à quoi s'engagent les États pour limiter leurs émissions. Les efforts d'atténuation auxquels s'engagent les États devant la communauté internationale pour montrer qu'ils ont tous saisi l'importance de leurs responsabilités individuelles et qu'ils s'engagent chacun à hauteur de leur capacité dans cette lutte contre le changement climatique. À la COP24 à Katowice va avoir lieu un premier rendez-vous extrêmement important dans la mise en œuvre de cet accord, qui est la dynamique du relèvement de cette ambition. Donc on sait que ce qu'on a actuellement est insuffisant et le premier bilan qui va avoir lieu à Katowice a pour but d'informer un relèvement des efforts que les États veulent mettre sur la table. Et la date limite pour soumettre de nouvelles contributions, de nouveaux engagements, c'est 2020. Donc s'ouvre maintenant une dynamique très importante pour... comme le disait Bertrand Piccard tout à l'heure, rappeler le fait que les solutions existent et que c'est dans l'intérêt des États de s'engager dans une action climatique ambitieuse. On est effectivement, vous l'avez dit, dans un contexte très différent, on ne va pas se mentir, c'est beaucoup plus complexe du point de vue de certains États, mais même plus près de nous, en Europe, l'Europe est extrêmement divisée sur l'opportunité de relever ses engagements. La France n'arrive pas à se mettre pour le moment encore sur la trajectoire de son ambition de neutralité carbone. Mais je voudrais juste rappeler qu'aujourd'hui, plus près de nous, on a des choses importantes qui vont être annoncées pour nous mettre vers un alignement avec l'accord de Paris et nous permettre de remplir cet objectif-là, c'est-à-dire se poser un horizon de long terme vers la neutralité carbone. Et donc aujourd'hui, l'Union européenne sort sa stratégie climat de long terme. La France va aussi réviser sa politique énergétique et sa stratégie nationale bas carbone. Et encore une fois, 2050, ça paraît loin, mais l'idée est vraiment que ces engagements-là informent les décisions de court terme, c'est-à-dire les décisions qu'on prend dès aujourd'hui. Merci, merci beaucoup Lola. Claire Nouvian, vous dites notre impératif collectif, c'est celui de croire à la catastrophe. Ça veut dire que vous trouvez que c'est pas ça qu'on fait en fait aujourd'hui, qu'on est loin de prendre la mesure de la situation et surtout les actions pour y remédier? Oui, bonjour à toutes et à tous. Présentez-vous également. Claire Nouvian, présidente de l'association Bloom et fondatrice du mouvement Place Publique. Oui, en fait, je pense qu'on a quand même... J'ai l'impression que tout a été dit sur le climat. Non, je n'avais pas l'impression d'avoir assisté 40 fois à la même conférence. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Je pense que c'est notre cas. Et donc, j'ai quand même l'impression qu'on est là à s'époumoner, en fait, à rappeler qu'on va droit dans le mur. On a des... Je pense que Hervé Le Treut, quand il nous dit depuis 86, le pauvre, les climatologues commencent à nous dire mais on ne sait plus comment dire les choses pour qu'en effet, il y ait un mouvement collectif qui soit un collectif, de responsabilisation des entreprises et des pouvoirs publics. Donc, on est, en fait, nous, les citoyens, on assiste à des phénomènes climatiques extrêmes qui se multiplient.
On voit une précarisation en fait, de l'ensemble de la résilience des écosystèmes, parce qu'il ne s'agit pas seulement de focaliser sur le climat, mais par pitié, une petite place à la biodiversité, parce que dans un contexte climatique chamboulé, bouleversé, la biodiversité a d'autant plus besoin d'être résiliente. Donc je pense qu'il faut toujours associer ces deux choses-là. Et on voit tout ça, et en fait, on a quand même des gouvernements qui ne prennent pas leurs responsabilités, des entreprises qui, pour les petites, en général, les prennent beaucoup plus leurs responsabilités que les grandes. Et donc, ce qu'on appelle, c'est soit en effet une judiciarisation extrême de la responsabilité des multinationales et des gouvernements, c'est ce que fait Corinne Lepage, j'applaudis, les deux mains, soit en effet une responsabilisation politique extrême, radicale, avec pression du grand public, pression des citoyens pour dire mais maintenant, on va devoir sanctionner ceux qui nous mettent notre avenir en péril. Je pense qu'on a un problème qui est tellement vaste, tellement violent, quand on pense aux 250 millions de réfugiés qui vont être créés d'ici quelques années, c'est déjà le cas, et que mais qu'est-ce qui, dans notre modèle de réussite, dans notre confort actuel, peut justifier qu'on continue à fermer les yeux et qu'on continue à avancer comme si de rien n'était, alors qu'en effet, des solutions existent, alors qu'en fait, il y a moyen d'organiser notre économie différemment, de repenser notre modèle de réussite, moins enjamber des SDF dans la rue, des migrants, penser que cette tendance-là va s'accélérer, penser qu'on continue à envoyer nos bateaux de pêche dans des eaux lointaines, qu'on leur retire leur nourriture, qu'on est en train de participer non seulement à une dévastation de nos objectifs climatiques et de notre réalité climatique, mais aussi biodiversité, et qu'on va mettre en péril les équilibres socio-économiques dans le monde entier, ça ne me va pas, et je pense qu'en fait on est nombreux à ne pas accepter ces perspectives-là et à vouloir un bouleversement radical du champ politique et judiciaire. Alors, judiciaire, bah justement. Alors justement, Corinne Lepage, Emmanuel Macron est à peu près autant en retard que nous, c'est-à-dire qu'il n'a toujours pas parlé, mais je le suis sur Twitter, et j'ai envie de vous interpeller justement sur ça. Nous, on pense qu'il faudrait transformer ce mouvement des Gilets jaunes en mouvement des Gilets verts. Et en fait, quand on regarde, je voudrais avoir votre avis, Dominique a raison, arrêtons de tergiverser. On est tous écolos, on a tous envie... C'est assez nouveau quand même. On a tous envie que ça change. Quand vous regardez ces Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils disent? Moi, j'en vois un là qui dit « Mais pourquoi ne pas imposer le télétravail en entreprise pour les fonctions administratives? Ça réglerait des problèmes de pollution, ça éviterait à des gens de se déplacer pour rien. » Est-ce qu'il ne faut pas seulement changer d'échelle? Est-ce qu'il ne faut pas aussi écouter cette société qui est en train de se lever, peut-être pas contre, mais peut-être pour quelque chose? Est-ce que vous qui avez cette expérience politique et cette volonté, cette expérience aussi de ce que c'est finalement la relation à l'opinion, est-ce qu'on ne peut pas, à un moment donné, profiter de cette crise pour changer aussi les paradigmes, la façon de voir les choses, comme le disait Bertrand Piccard? Je le crois profondément. Moi, ça fait maintenant un petit moment que je pense que la solution n'est plus dans les États. Elle est dans la transformation du monde économique et elle est dans la transformation de la société. Et là, on le voit, je dirais, de manière extrêmement visible, avec des revendications qui, certes, ont commencé avec le prix de l'essence, mais qui vont bien au-delà de la question de l'essence. Et il n'y a pas eu, dans les propos que j'ai entendus, de propos contre la transition écologique, contre la nécessité de se transformer. Simplement, comment on peut faire, quoi. C'est vraiment une question extrêmement concrète. Les gens se sentent piégés. Les gens se sentent piégés, je dirais, je suis dans le prolongement de ce que Claire disait, et Bertrand Piccard avant. C'est d'autant plus irritant qu'on a les solutions. Je veux dire, il faut arrêter de se dire on va faire un constat pour voir comment on peut faire. Ben non, on sait comment on peut faire. Alors maintenant, c'est comment on met en place ce que l'on sait pouvoir faire. Voilà, il faut changer totalement de perspective. Et on sait que ça passe par de l'argent. Je suis désolée, mais je suis brutale. Mais vous êtes un journal économique, donc vous voyez exactement ce que je veux dire. Ça passe par de l'argent. Une réallocation de l'argent aussi, de moins la d'argent à certains endroits. De la réaffectation de l'argent. Bien sûr qu'on a un problème de dépenses publiques et un problème de ras-le-bol fiscal.
certes, mais derrière tout cela, il y a des fondamentaux qu'il faut reposer, notamment l'optimisation fiscale, ce qui se passe avec les multinationales. Regardez la décision que les Pays-Bas ont prise hier, qui va quand même transformer profondément la situation fiscale des multinationales aux Pays-Bas. Donc, aller chercher de l'argent là où effectivement il y en a, c'est-à-dire dans ces très grandes entreprises, et puis affecter différemment, c'est-à-dire rendre les choses possibles. Et je dirais que c'est du gagnant-gagnant, parce que c'est à la fois bon pour le climat, parce qu'il faut effectivement qu'on change, c'est bon pour l'adaptation, et on ne peut plus séparer aujourd'hui l'un de l'autre, et c'est bon pour l'activité économique. Parce que si, par exemple, nous faisions enfin ce que nous devons faire, je prends cet exemple-là sur la rénovation thermique des bâtiments, bon. Parce qu'on a un retard absolument hallucinant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous baissez la facture de chauffage des gens. Ça veut dire que vous faites travailler des entreprises non délocalisables. Ça veut dire que vous améliorez le patrimoine collectif des Français, le patrimoine immobilier collectif des Français. Où est-ce qu'on perd quelque chose? On ne fait que gagner. Sauf qu'il faut amorcer la pompe beaucoup plus qu'on ne l'a fait jusqu'à présent. Ah, vous parlez d'argent, mais moi j'écoute les gens, les fameux gilets jaunes, et ils disent, nous ce qu'on veut, c'est qu'on veut bien payer. On ne demande pas le droit de polluer, on demande le droit de nous déplacer. On veut que l'argent de la transition écologique aille à l'écologie. Transition écologique. Est-ce que c'est pas ça, finalement, ce qu'en France, on a raté pour le moment? Parce que Bercy, lui, il regarde que la ligne bleue de la dette, il ne regarde pas la dette écologique, il regarde la dette publique. Ils regardent la dette publique, ils ont une vision totalement court-termiste. Ils ne calculent qu'en termes de flux et jamais en termes de stock. C'est-à-dire quand on perd du patrimoine, qu'il soit naturel, qu'il soit immobilier, qu'il soit culturel, qu'il soit de santé, tout le monde s'en fout. Et de surcroît, on a inventé 2 règles absolument géniales pour Bercy. La première, c'est l'annualité budgétaire, et la seconde, c'est l'universalité budgétaire. C'est-à-dire qu'on ne compte que par année, premièrement, et deuxièmement, tout va dans la même caisse. Bon, je crois qu'il faut remettre en cause l'un et l'autre. On a besoin d'avoir de l'argent qui est affecté à la transition énergétique et sur une longue période, de manière à ce qu'il y ait une visibilité, y compris pour le monde économique, y compris pour les investissements des Français. Parce que finalement, la question du diesel, je terminerai là-dessus. Pourquoi les gens ont des diesels? Pas parce qu'ils adorent le diesel, c'est parce que pendant 25 ans ou 30 ans, on leur a dit, mais achetez du diesel. Et non seulement on leur a dit, mais en plus, on leur a dit, ça va vous coûter beaucoup moins cher. Et on a fait en sorte, quand je dis on, c'est malhonnête, le gouvernement a fait en sorte que ce soit effectivement moins cher. Donc on a besoin, que ce soit à titre individuel ou à titre d'entreprise, de visibilité dans les investissements, donc de pluriannualité. On a besoin de transparence en fait, parce que même s'il y a le principe de non-affectation de l'impôt, on pourrait très bien avoir des budgets équivalents à ce que rapporte par exemple la fiscalité écologique. Oui. Affectée à... Oui, on peut avoir des fonds de concours, on peut avoir plein de choses. Et l'imagination là-dessus, elle est sans limite. Oui, on peut aussi mettre le Luxembourg sur la liste des paradis fiscaux plutôt que de laisser la loi sur la fraude fiscale en septembre passer avec cet énorme éléphant dans la pièce qui n'apparaît pas sur notre liste noire des paradis fiscaux. C'est quand même une vaste blague. Alors, on va passer la parole à Serge. Plusieurs personnes l'ont dit là, les États, ça n'a plus l'air d'être tout à fait le niveau où les choses se passent, même si le LAP, probablement, vous y croyez encore un peu quand même aux négociations internationales, j'espère pour vous, sinon c'est compliqué. Et par ailleurs, ce qu'on vient de décrire dans l'opposition épidermique là, suscitée par la fiscalité sur les carburants, ça montre qu'il y a quand même un rôle fort des échelles infranationales, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas un problème de déconnexion totale et de manque de compétences des gens qui nous gouvernent sur ces thématiques qui fait que ça les rend incapables d'expliquer en fait ce qu'on est en train de se dire nous tous autour de la table. Serge Auru, bonjour à la maire vous. de Paris. D'abord, je crois que le gilet jaune, c'est une idée absolument géniale. Comme écolo-activiste, j'aurais rêvé d'avoir cette idée. Je suis très jaloux de ça, parce que tout le monde a un gilet jaune, et soudain, si on avait utilisé ça dans nos manifs, je pense que c'était intéressant. Donc bravo à celui qui a eu l'idée. Le gilet jaune, pour tous nos décideurs et pour nous-mêmes, on va passer du gilet jaune au gilet de sauvetage. Parce que là, aujourd'hui, tel qu'on y va tout droit, on va dans un monde entre Mad Max et l'abbé Pierre, on va dans un monde avec des inégalités terribles, on va vers un monde guerrier. Nous y allons à grands pas.
Donc ça, nous le savons tous et toutes. Maintenant, nos décideurs, comment sont-ils formés, qu'ils soient économiques, industriels, politiques? C'est une catastrophe. Parce qu'à chaque fois qu'on va discuter avec eux, et ici, vous avez des éminentes personnalités qui sont confrontées à ces personnes-là, ce qu'on appelle les décideurs, l'élite de la nation, des têtes bien faites, des personnalités intelligentes, cultivées. Et lorsque l'on parle, ils sont souvent en appétence avec ce qu'on dit, mais quand on doit agir, là, il n'y a plus personne parce que ce n'est pas possible pour des raisons économiques. Il n'y a aucune formation pour inventer une économie du moindre impact sur l'environnement dans toutes les écoles, dans toutes les grandes écoles qui, soi-disant, fournissent notre élite. Bien sûr, on va me dire, oui, mais dans les universités, on fait des choses. Si vous trouvez un directeur de cabinet du Premier ministre, un secrétaire général de l'Élysée, un directeur de cabinet du ministère des Finances qui ne soit pas énarque, conseiller d'État, conseiller à la Cour des comptes, inspecteur des finances, mais on pourrait enseigner ça à l'ENA. Ça ne sera jamais un universitaire. Je ne suis pas contre les grandes écoles. Je suis contre ce monde qui est infoutu de simplement vouloir préserver la vie sur la planète. Et donc, on doit avoir une intelligence économique à chaque fois qu'on achète un objet aujourd'hui. On doit penser à son empreinte sociale, son empreinte écologique, son empreinte en droits humains, son empreinte en parité homme-femme, etc., etc. C'est de cela dont il s'agit. Donc l'urgence, c'est de former les décideurs, pas simplement de la France, au niveau européen, au niveau mondial, parce que c'est fantastique d'innover. Et ce n'est pas simplement que de la technologie. Bien sûr, quand on écoute Bertrand Piccard, on rêve, c'est extraordinaire, c'est un héros planétaire. Eh bien, c'est exaltant d'inventer, mais c'est exaltant d'inventer dans l'équité. Comment se fait-il que les grandes entreprises mondiales qui dominent ce monde aujourd'hui ne soient pas foutues de payer des impôts dans notre pays? Or, après, on nous dit « Ah non, c'est pas possible, pas l'argent. » Ici, s'ils s'installent chez nous, c'est qu'on peut aussi les contrecarrer. Donc, formation. 2, justice sociale et justice écologique, ça va ensemble. Donc aujourd'hui, les gilets jaunes, eh bien, c'est une colère, mais c'est une colère qui est basée sur le pouvoir d'achat. Lorsque vous discutez aujourd'hui j'ai discuté l'autre jour avec une amie qui est Bac plus 10, chercheuse, 2300 € par mois. Et, après une quinzaine d'années d'activité professionnelle de très haut niveau. Dans quel monde on vit? Moi, j'ai 4 enfants, je vois mon premier salaire et le leur, c'est dramatique. Donc, mais le pouvoir d'achat, c'est aussi le pouvoir d'une population à décider ce qu'elle veut. C'est pas, bien sûr que dans les gilets jaunes, vous avez une quantité majoritaire de gens sincères qui n'en peuvent plus. Vous avez aussi une quantité de racistes, d'homophobes, de gens d'extrême droite qui sont extrêmement dangereux pour notre pays. Or, cet amalgame-là qui est en train de se faire, ça se fait au détriment de l'écologie. Parce que dès qu'on va dire écologie, on va dire « Ah non, 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 ça c'est... Moi, c'est la fin du mois, moi, je ne pense pas à la fin du monde. » Ça va ensemble. Or, ce qui me met en colère, c'est qu'actuellement, on est en train de diviser les Français sur ce sujet-là. Et dès qu'on parlera écologie, on dira « Non, non, trop cher. » Et donc, et ça donne raison à Bercy qui, à chaque fois, nous dit attention, selon tous les pouvoirs, hein, depuis 40 ans, hein, c'est la même chose. Certes. Alors, la partie plus politique des Gilets jaunes, on va la garder pour un peu plus tard. On va voir, effectivement, je voyais sur Twitter que les gens, en tout cas, visiblement, il y a une tension, puisque le président est en retard, et des gens sont dans leur voiture avec leurs gilets jaunes mis, d'après les photos que je vois, des gens qui sont des manifestants, et ils attendent. Il est en retard. Donc, il y a sur l'innovation sociale, écologique de notre pays, et c'est dommage. J'avais peut-être une question pour Corinne Lepage, pour revenir sur l'objectif zéro carbone. Qu'est-ce que ça veut dire l'objectif zéro carbone? Ça, c'est Lola qui va nous l'expliquer plus en détail. Moi, Corinne vient de me faire signe qu'elle doit partir dans 5 minutes. Je peux lui poser une question sur quelque chose dont tu me parlais ce matin. Sur Grande Sainte. Plus généralement, sur la judiciarisation en fait, du sujet climat. Vous, en tant qu'avocate, je crois particulièrement concernée par le sujet en l'occurrence. Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui risque de faire bouger? Parce qu'on voit que ça se multiplie un peu partout dans le monde. C'est
des maires de New York ou du gouverneur de Californie contre des grandes multinationales pétrolières. Alors, en Europe, c'est très compliqué parce qu'il y a des villes contre Bruxelles, Bruxelles qui attaque les pays autour de la qualité de l'air, etc. Judiciarisation de ces affaires-là, est-ce que c'est une voie prometteuse ? C'est une réalité. Hein. Il y a aujourd'hui, autour de ce qu'on appelle la justice climatique, plus de 1000 procès dans le monde. Ce que j'ai fait pour Grande-Synthe, avec le maire de Grande-Synthe, Damien Carène, c'est calquer sur ce qui a été fait aux Pays-Bas par une association qui s'appelle Urgenda, qui a gagné devant le tribunal, puis devant la cour d'appel, qui a considéré que les Pays-Bas n'en faisaient pas suffisamment pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et qui a monté les seuils que le pays s'était fixé de 17 à 25%, je crois, de réduction. Alors vous avez deux grands types d'actions. Vous avez ceux qui attaquent des sociétés pétrolières. Il y a une action qui a été menée en France aussi, par notre affaire à tous et un certain nombre de villes contre Total. Et puis, vous avez des actions contre des États pour qu'ils respectent leurs engagements. Alors, est-ce que vous croyez que ça peut faire bouger des choses ? Je pense que oui. D'abord parce que les actions marchent. En France, nous avons un précédent qui est celui de la pollution de l'air, où le Conseil d'État a enjoint au gouvernement français de respecter les normes qui sont fixées par l'Union européenne et par la législation française, avec une injonction de faire. Donc on demande exactement la même chose pour le climat. Donc il y a des précédents. Et on voit bien, je reviens sur mon propos de tout à l'heure, que les États ont les plus grands mal à prendre des engagements et ensuite à les respecter. Mais les entreprises changent. Beaucoup d'entre elles, non seulement se mettent dans ce que j'appellerais le business de la transition énergétique, écologique, économique, parce que tout ça c'est la même chose, c'est-à-dire soit ont de nouvelles activités, soit transforment des activités anciennes pour les adapter aux nouvelles conditions. Donc le monde économique change, le monde pas de la seulement finance... les grandes entreprises, pas seulement les grandes entreprises. Ah non, vous êtes à la pas tête d'un seulement. mouvement Le mouvement des PME. entrepreneurs de la nouvelle économie, je co-préside avec Myriam Maestroni, regroupe des PME, quelques ETI, qui sont toutes engagées dans cette logique. Et il y a aujourd'hui une vingtaine de mouvements d'entrepreneurs en France et nous sommes en train de faire le mouvement des mouvements, c'est-à-dire de regrouper tous ceux qui ont cette nouvelle vision de ce que doit être l'économie. Donc ça, c'est très important. Il y a la finance, la réalité, la fiction. Le Monde publiait un papier il n'y a pas très longtemps disant que les banques françaises continuaient à financer massivement le charbon et le pétrole. C'est une étude d'Oxfam qui montre. Donc c'est pas normal. Il faut absolument que ce secteur-là aussi se transforme. Et puis il y a nous tous, c'est-à-dire la capacité, ce que disait Serge il y a un instant, la capacité en tant que consommateur, parce que finalement c'est ça qui va intéresser le monde économique, de changer nos comportements. Et là, on retrouve effectivement l'État qui doit rendre possible pour les plus modestes l'accession à la transition et à l'adaptation, parce que c'est eux qui vont en avoir besoin les premiers. Merci. Serge, rapidement. Juste pour vous dire que Anne Hidalgo, la ville de Paris, a attaqué, Merci Corinne Lepage. A attaqué la Commission européenne en justice lorsque la Commission européenne a décidé de doubler le permis de polluer. Le permis de polluer des automobiles. En rehaussant en fait les plafonds en Europe. Et donc là, en décembre, il doit y avoir le délibéré de la Cour européenne de justice qui doit décider donc est-ce que ce permis de polluer est à poursuivre ou pas, ou à réduire. Et deuxièmement, sur la représentativité, parce que vous savez que la Cour européenne de justice au Luxembourg, un État peut porter plainte, un citoyen, des citoyens peuvent porter plainte, mais pas un territoire, pas une ville. Et donc peut-être qu'en décembre, on obtiendra la représentativité des villes pour pouvoir porter plainte à la Cour européenne, devant la Cour européenne de justice. Et ça, je crois que ce sera une avancée extraordinaire. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Alors Lola, effectivement, on est en ouverture d'un colloque qui est consacré à la ville zéro carbone. Le concept de neutralité carbone fait florès depuis quelques mois. Tout le monde, a commencé d'ailleurs par la France dans le plan climat présenté par Nicolas Hulot, mais beaucoup d'autres États, villes, territoires, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer relativement simplement en quoi ça consiste, ce concept de neutralité carbone, et surtout, qu'est-ce que ça soulève comme question ?
Alors la neutralité carbone, ça appelle un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises et les puits qui peuvent être, en fait, la façon dont on émet les émissions et ce qu'on arrive à capter. Voilà, faut pas croire que zéro carbone, ça veut dire qu'on n'émet plus du tout. Ça veut dire qu'on compense ce qu'on émet. Plus du tout, ça veut dire qu'on compense ce qu'on émet, mais juste pour rappeler que l'accord de Paris pose ça comme objectif à l'échelle de la planète et que pour avoir une chance d'arriver à cet objectif sans détruire encore plus la biodiversité, en respectant les objectifs de développement durable, en respectant les droits des populations indigènes, etc. La première des priorités de la neutralité carbone, c'est de réduire drastiquement les émissions. Ça veut dire notamment avoir une énergie complètement décarbonée, réduire massivement les consommations énergétiques globalement. Et je pense que je vais rejoindre ce qui a été dit aussi par plusieurs personnes. On n'arrivera pas à atteindre cette neutralité carbone uniquement par des solutions technologiques. Il faut aussi penser à ce que ça veut dire en termes de changement de comportement, mais au sens de changement de consommation, changement de production. Et aussi voir que pour avoir une chance d'atteindre cet objectif-là, ça veut dire repenser notre rapport à la nature et aussi changer nos moyens de production agricole pour permettre notamment au sol de capter du carbone, notamment de laisser les forêts en croissance continuer à capter du carbone, arrêter la déforestation. Et c'est vraiment ça l'objectif de neutralité carbone qui pose comme défi à l'échelle de la planète et aussi à l'échelle de tous les acteurs qui s'en emparent, que ce soit les États, les villes, les entreprises. Mais précisément comme ça à l'échelle de la planète, est-ce qu'il n'y a pas un risque que chacun compte sur son voisin en fait pour absorber plus que moi je n'émets et est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de dérive que continuons à émettre joyeusement, de toute façon on plantera des milliards d'arbres et ça ira bien? Est-ce que ça, c'est bien maîtrisé comme... Oui, alors il y a un vrai risque que voilà, comme on parle de neutralité, qu'on pense que ce que j'arrive pas à réduire, je le compense et en fait, je suis neutre. En fait, on voit bien les limites assez rapidement de ce raisonnement-là quand on pense à l'échelle de la planète. Certes, certains pays qui ont des agricultures importantes et qui fournissent et peut-être continueront à fournir... En produits agricoles, d'autres géographies pourront avoir un petit surplus net d'émissions qui sera compensé par d'autres économies ou d'autres pays qui ont des stocks de forêts relativement importants. Mais on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt, que ce soit les pays ou les entreprises, derrière un recours massif à la compensation. C'est un non-sens par rapport à l'objectif que pose l'accord de Paris. Merci. Merci Claire Nouvian, et puis on va conclure, je pense, cette table ronde, puisqu'il faut passer à celles qui suivent. Un élément d'actualité, donc le président est en train de parler, il parle de la dette écologique, il dit qu'il ne changera pas de cap par rapport à notamment les taxes sur l'essence. Je n'ai pas plus de détails à ce stade, mais de ce que je comprends, effectivement, on entre au moment où effectivement il va falloir tenir bon sur des mesures courageuses et en même temps obtenir l'adhésion, l'acceptation de ces mesures qui doivent conduire les gens à changer de mode de vie. Quelle est votre vision, vous qui avez tenu tout à l'heure un discours en disant il faut que les dirigeants soient courageux, sur la suite finalement, comment est-ce qu'on peut, d'après vous, arriver à réconcilier finalement les deux bouts de la ficelle et tenir à la fois ce cap, voire l'accélérer, semble être votre souhait, tout en ne provoquant pas finalement le contraire, un blocage qui viendrait finalement tout arrêter. Bien, je pense qu'on a affaire à un problème qu'il faut envisager de façon holistique. La révolte des Gilets jaunes, elle parle d'une colère, d'une grogne qui est devenue de la rage. Ça vient pas de nulle part, ça sort pas de la cuisse de Jupiter, ou alors si, en fait, exactement. Et quand on arrive dans un enfin quand même, hein, on se remet en perspective. Macron qui nous sauve de Le Pen. Macron qui se retrouve donc avec la responsabilité incroyable, historique, de faire en sorte qu'il nous mette à l'abri d'une montée des popularistes, souverainistes, populistes, voilà, europhobes, xénophobes et tout ça. C'est une responsabilité historique. Et on a un président qui, dans l'été, après son élection, retire 5 € aux APL. Première mesure.
Ensuite, on a quand même le CETA qui est validé donc, par le Conseil constitutionnel, hein, c'est juste après. Et ensuite, l'ISF. Et ensuite, la flat tax. Et ensuite, une réduction de la fiscalité sur les entreprises, ce qui aurait pu être une occasion formidable. Je ne voudrais pas que ce soit une tribune politique, ça c'était dans son non, mais programme. C'est forcément une tribune on parle politique, de fiscalité écologique là. Hein. Oui, non, mais comment voulez-vous décorréler? C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Arriver sur ce problème en se disant, voilà un problème qui est isolé dans son origine et dans son avenir. Pas du tout. Il est corrélé, il vient de quelque part. Si on ne peut pas le comprendre dans son origine et ce qu'il exprime et ce qu'il demande, ce qu'il exige, et ça, je veux dire, il ne faut pas être un génie pour le comprendre, on exige de la justice et de la justesse dans les mesures. On exige de la justice fiscale. Quand on est le président des riches qui fait des cadeaux, qui creuse le budget de l'État et qui le grève, et qu'à côté de ça, on va dire, bon, on va se rattraper notamment avec une taxe en se faisant passer pour le champion de la Terre, alors là, vraiment, on a, d'un point de vue politique, c'est formidable, parce que du coup, en effet, il y a une association maintenant des Gilets jaunes avec le FN, donc il va pouvoir en plus se faire passer pour à nouveau le rempart contre le FN. Mais quelle finesse politique, mais quel danger démocratique. Vous voyez, donc à un moment donné, c'est très simple, ça a été étudié par tous les profs de Sciences Po. Si vous voulez faire en sorte que vos politiques publiques soient acceptables et acceptées, ça se construit dans une légitimité globale. Ça se construit avec une méthode de concertation et avec une transparence. Donc transparence et équité. Donc en effet, si les recettes des taxes, il faut en passer par des taxes, alors qu'un signal prix n'est pas le seul signal qu'il faut envoyer par rapport à une ambition de transition énergétique plus globale, si en fait vous avez de la transparence sur l'usage des recettes, si vous co-construisez cette politique, c'est ce qu'avait demandé Nicolas Hulot. Il est même allé maintenant encore plus loin. Il réclame 1000 milliards d'euros par an pour la transition écologique à l'échelle de l'Europe. Bien sûr. Et donc, que voulez-vous qu'il se passe quand, en effet, on n'a pas une taxation égale sur le kérosène, que le transport routier jouit d'une détaxe, qu'en plus, ils ne payent même pas le même taux de TVA, que les constructeurs automobiles ne sont pas mis ou ne contribuent pas à l'effort de guerre. Donc, ce qu'il faut, c'est de la cohérence dans l'ensemble des politiques. Évidemment. Enfin, je veux dire, c'est tellement évident. Mais pourquoi est-ce qu'il faut faire des commentaires aussi courts, de si courte vue? Enfin, évidemment, vous allez lire n'importe quoi, regardez même les travaux de Yann Algan sur l'acceptation, la société de défiance en France. La défiance qui caractérise la France, parce qu'on est quand même le pays où il y a le plus de défiance de tous les pays de l'OCDE. C'est quand même pas rien. Vis-à-vis des politiques et des journalistes. Mais oui, mais bien sûr, mais ça vient pas de nulle part et ça peut se soigner. On n'est pas obligé, donc comme disait, je pense, Serge, passer par un système d'éducation globale où, en effet, on passe de la compétition, qui est quand même ce qui caractérise aujourd'hui l'éducation française, un système de coopération, ça va changer et transformer nos rapports à l'ensemble, au collectif, et puis peut-être, en effet, s'assurer que nos dirigeants ont une culture scientifique très précise et très forte qui imprègne, en fait, leur façon de voir le monde et de le comprendre. Mais globalement, je pense qu'en termes de recevabilité des politiques publiques, quand on est parti sur une telle injustice fiscale si prégnante, mais je lui souhaite bien du courage à notre président. Bien, merci on va peut-être arrêter là pour l'instant. Serge, on doit s'arrêter. Non, mais un dernier mot de commentaire. Juste un dernier mot. Je vous renvoie à l'excellente tribune que Claire Nouvian, Bertrand Picard et d'autres, avec Anne Hidalgo, ont signée justement dans le Huffington Post ce matin, qui est sorti ce matin sur la formation des élites. Et puis, objectif zéro carbone, ça ne veut pas dire objectif zéro politique. Objectif zéro carbone, c'est beaucoup de politique et c'est beaucoup d'intelligence entre nous. On a le droit d'être divers, on adore tous la biodiversité. Il faut aussi apprécier la diversité humaine, sociale et culturelle. C'est indispensable. Nous transpercerons, je crois, nos crises avec la pluridisciplinarité. On le doit. On n'est pas venu sur Terre pour plastifier les océans et réduire notre planète à un vaste bourbier. Merci beaucoup. Merci à tous.